le journal Seydou Fomba. Bonjour. Bienvenue dans 13h dimanche. Voici le sommaire. Nous serons à Caille pour parler de certaines femmes dont on ne peut qu'admirer le courage. Il s'agit de celles de la commune rurale de Médine qui passent leur quotidien à casser des pierres pour en faire des graviers. Elles parviennent ainsi à subvenir aux besoins de leur famille. Les échanges entre la délégation de la CEDEAO et les autorités burkinabées, nous nous y intéresserons. Des échanges qui ont pour but d'obtenir la libération de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Brahma Traoré sera en direct pour nous décortiquer ces dossiers. Également à la une de ce journal, le Tchad, c'est pour parler du pré-dialogue tchadien à Doha. Nous ferons le point avec Nouhou Sissoko qui sera lui aussi en direct dans 13h dimanche. Sport, Famourou Djourté sera là avec moi. Il est d'ailleurs déjà là dans ce studio. Alors, Djourté, bonjour. Bonjour, Seydou Fomba. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, dans la page du sport, on parlera du championnat national de football de Ligue 1 qui a changé de leader hier en ouverture de la 18e journée compétition africaine des clubs de la CAF. On en parlera également et bien d'autres nouvelles sportives. Ah, tout à l'heure, Djourté. Enfin, focus santé, il sera question du ramadan, actualité oblige. Le ramadan qui commence au moment où la température ne cesse de grimper. Comment passer alors un bon ramadan en cette période de chaleur? Réponse avec Baraki Sawatara en fin de journal. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Caille pour commencer, c'est pour parler d'une activité qui impressionne. Elles cassent des pierres pour subvenir à leurs propres besoins ainsi qu'à ceux de leur famille. Elles, ce sont les femmes de la commune rurale de Médine, une localité située à 15 km de Caille. Elles réduisent ces femmes les pierres en gravier pour ensuite les vendre à des prix dérisoires. Suivez ce dossier signé Kansutu Kanouté. Depuis plus d'une dizaine d'années, s'est développée une activité d'exploitation de pierres dans la carrière de Felou, située à au moins 15 km de Caille dans la commune rurale de Médine. La dite carrière est principalement dédiée à l'extraction des pierres et elle attire plusieurs femmes venant de Lontou, Bangassi et Mamoudouya. Tous les jours sans complexe, elles sont une centaine sur le lieu à exercer cette activité de dur labeur. Rokia Diakité, casseuse de pierres. Grâce à ce travail, j'arrive à élever mes enfants et assurer leur scolarité. Nos jardins de légumes ont été détruits lors de la construction du barrage de Felou. Ne pouvant plus cultiver, nous nous sommes dirigés ici pour casser les pierres, les revendre pour avoir de quoi à manger. Safi Kanouté, casseuse de pierres. C'est grâce à ce travail que j'arrive à m'occuper de mes enfants et petits-enfants. Nous ne gagnons pas grand-chose, mais le fait que nous arrivions à faire plaisir à nos enfants et petits-enfants nous réconforte. Aminata Dambélé, présidente des casseuses de pierre. Depuis Brazil, Damina. Nos terres ont été utilisées pour en faire un canal. N'ayant plus de parcelles à cultiver, nous sommes venus ici pour casser les pierres afin de participer aux besoins de la famille. Ce sont ces grosses pierres qui sont cassées par ces femmes pour produire du gravier. C'est à l'aide d'un marteau qui pèse 10 kilos que ces pierres sont cassées par celles-ci. Après cet exercice très difficile, ces pierres sont transportées dans un seau jusqu'à la devanture de leur hangar où elles seront cassées en petits morceaux. Safi Kanouté, casseuse de pierres. Tu peux faire au moins 2 mois sans avoir un demi-chargement de gravier. Nous vendons ces graviers sans aucun bénéfice, mais ça nous permet de joindre les deux bouts. Si nous avions la possibilité de trouver un autre boulot, ce serait avec plaisir. Aminata Dambélé, présidente des casseuses de pierre. Nous sommes plus d'une centaine de femmes à casser les pierres ici. Ce boulot n'est pas du tout facile. N'ayant pas d'autres alternatives, nous sommes obligés de faire ce boulot car nous devons faire face à certaines dépenses dans nos familles. Nous creusons des trous pour y extraire les pierres pour ensuite les casser avec des marteaux. Après le cassage en petits morceaux des pierres, nous les tamisons, nous mettons les petites pierres d'un côté et les moyennes d'un autre côté.
Nous pouvons faire 20 jours pour avoir un demi-chargement de gravier et 1 ou 2 mois pour avoir un chargement. Nous travaillons sous le soleil sans aucune protection de 7 heures jusqu'à 18 heures. Certaines parmi nous ont construit des hangars de fortune. D'autres travaillent sous le soleil ardent. La collecte du produit fini, qui n'est autre que le gravier, une besogne pour les femmes, nécessite des analgésiques afin de soulager des courbatures et d'autres produits pour soigner des blessures, des toux, entre autres. Penda Kanouté, casseuse de pierre. Ce marteau est très lourd. Souvent, en voulant casser des pierres, nos doigts prennent des coups et ça fait très mal car on se blesse. Lorsque tu transportes les seaux remplis de pierres, ça fait mal à la poitrine car c'est lourd. Le matin au réveil, tu as des courbatures. Mais que faire? Nous sommes obligés. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons point de repos. C'est la toux, la grippe qui nous fatigue, ainsi que les grains de gravier que nous recevons dans les yeux quand le vent souffle. Malgré ces conditions difficiles de travail, ces casseuses de pierre sont déterminées à continuer car selon elles, c'est une fierté de fournir un apport financier dans leurs foyers respectifs puisqu'ils suscitent pour elles beaucoup de respect, de considération et d'admiration de leurs maris, de leurs enfants et petits-enfants. Kai, Kansutu Kanouté, Lassana Keita, Sidibé Kai Konaté pour l'ORTM. Nous abordons la page internationale de ce journal. Vous le savez certainement, une délégation de la CEDEAO est depuis vendredi à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Conduite par le président de la CEDEAO, elle est allée échanger sur place avec les nouvelles autorités pour obtenir la libération de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré et un chronogramme acceptable de la transition. Bonjour, Bourama Traoré. Bonjour, Sidou Fomba. Alors, Bourama, cette délégation de la CEDEAO arrive au Burkina quelques jours après la réaction du pays aux conclusions du dernier sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, n'est-ce pas? Tout à fait, Sidou Fomba. Dans le communiqué final du dernier sommet de la CEDEAO, les dirigeants de l'organisation avaient exprimé leurs préoccupations par rapport à la durée de la transition au Burkina Faso, fixée à 36 mois, et demandé la libération sans délai et sans condition de l'ex-chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Concernant la durée de la transition, le porte-parole du gouvernement, Wendoukouni Lionel Belgo, avait indiqué qu'elle a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales et de poursuivre que le gouvernement du Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action en fonction des réalités du terrain. Mais le vendredi dernier, dans une adresse à la nation, le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait déclaré que les 36 mois pourraient être revus en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain, sans donner plus de précisions. Sous le cas du président déchu, le porte-parole du gouvernement a assuré que des concertations ont été initiées pour son retour dans une résidence familiale de son choix. La délégation de la CEDEAO, qui est à Ouagadougou depuis vendredi, vous l'avez souligné, poursuit donc ses concertations avec les nouvelles autorités sur ces questions. À la tête de cette délégation, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, qui s'est réjoui des discussions constructives qu'il a eues avec le président Dabiba. Mais une question reste toujours sans réponse, celle du chronogramme de la transition, un sujet autour duquel se poursuivront les discussions jusqu'à mardi prochain, selon une source sur place. Merci, Bourama Traoré. J'espère que vous allez suivre ces dossiers pour nous. Le pré-dialogue tchadien, nous en parlons dans ce 13h dimanche, c'est à Doha. Alors, le constat qu'on peut faire pour l'instant est que le CCMSR reste divisé sur la poursuite de sa participation. Nous aussi, Soko, bonjour. Bonjour, Seydou Fomba. Le président du CCMSR a annoncé que son mouvement suspendait sa participation au pré-dialogue tchadien qui se tient donc actuellement à Doha, mais cette décision est contestée au sein même de sa délégation présente sur place. Les négociations de la junte militaire au pouvoir et 3 groupes, Doha, Qatar et Rome, qui rassemblent les 52 mouvements politico-militaires qui négocient dans le cadre du pré-dialogue de Doha, attendent toujours la synthèse de leurs différentes propositions qui leur sera proposée par la médiation qatarienne. En attendant, tous assistent depuis quelques jours au soubresaut qui agite le CCSMR depuis que son président, qui n'est pas sur place, a annoncé que son mouvement suspendait sa participation en posant des conditions pour son retour.
Une décision qui a été contestée depuis 2 jours par le porte-parole et chef de la délégation de ce mouvement politico-militaire tchadien. Je soutiens les soutiens de Mohamed Tahir Saleh, eux, tiennent un discours diamétralement opposé. Ils accusent le jeune porte-parole de leur mouvement de s'être laissé acheter par Djamena et jurent qu'il a été désavoué par tous les responsables du CCSMR. Autre question, nous. Et comment les 52 mouvements politico-militaires qui prennent part à ces pré-dialogues de Doha ont réagi à cette annonce du CCMSR? En attendant, le groupe de Rome qui rassemble les principaux groupes rebelles tchadiens dans ces négociations persiste et signe. La décision d'exclure le CCSMR du groupe reste valable, explique son chef de file, le colonel Abdoum Yacoub. Notre décision, aussi regrettable que cela puisse paraître, est maintenue parce que l'on ne peut pas négocier sereinement en étant tiraillé, en ayant des contradictions qui se développent en notre sein, a-t-il expliqué. Nous voulons garder toute notre sérénité et autant que possible l'unité au sein de notre groupe. Seydou Fomba. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct. Après le Tchad, nous sommes en Éthiopie où un convoi humanitaire a enfin pu atteindre la province du Tigré. C'est une première en 4 mois. 20 camions du PAM sont entrés dans la capitale régionale Mekele dans la nuit de vendredi à samedi. Les insurgés tigréens sont en conflit depuis 1 an et demi contre le gouvernement d'Abiy Ahmed et la région est sous blocus humanitaire. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Seydou Fomba. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un pas dans la bonne direction pour les partis tigréens? Oui, on peut se permettre de le dire puisque quelques 4,6 millions de personnes, soit 83% des 6 millions d'habitants du Tigré, sont en situation d'insécurité alimentaire, tandis que 2 millions souffrent d'une pénurie extrême de nourriture, estimait le PAM en janvier dernier. Il aura fallu 8 jours pour que le convoi stationné depuis des semaines à Semera se mette en mouvement. L'arrivée de ce premier convoi routier à Mekele fait suite à la trêve humanitaire annoncée par les rebelles et le gouvernement d'Addis Abeba fin mars. Une trêve humanitaire dont les contours restent flous et qui tardait à se matérialiser. Les 20 camions qui emportaient 500 tonnes de nourriture ne sont pourtant qu'une goutte d'eau face à la situation dramatique qui touche les Tigrés. Il en faudrait une centaine par semaine selon les Nations Unies pour aider les plus de 5 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire, sans compter les pénuries de médicaments et d'essence. Les États-Unis ont salué l'afflux de l'aide important, appelant tous les belligérants à assurer la sécurité du personnel humanitaire. Le conflit dont le bilan est inconnu a commencé quand le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed y a envoyé l'armée fédérale destituer les autorités du TPLF, parti qui administrait la région après avoir dirigé l'Éthiopie durant près de 30 ans. Une question demeure sur Rufomba sur toutes les lèvres alors qu'il n'y a toujours pas officiellement de pourparlers de paix. Ce convoi est-il la promesse d'une désescalade dans la durée ou, une fois de plus, un simple calcul de court terme des autorités éthiopiennes? Une réponse à chercher. Mohamed Sangaré qui était en direct. Merci Mohamed. L'actualité ce dimanche, c'est aussi la RDC où les 8 casques bleus morts lors du crash de leur hélicoptère viennent de recevoir les hommages de l'ONU. On se souvient, ces éléments de la MONUSCO ont été victimes du crash de leur hélicoptère le mardi 29 mars à Tchanzu, dans la province du Nord Kivu. Pour l'ONU, il est nécessaire de mener une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Poussine Tungara. C'est hier samedi à Goma que le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix et plusieurs autres personnalités ont rendu hommage aux 8 casques bleus décédés. Lors de cette cérémonie pleine d'émotions, Jean-Pierre Lacroix a promis que les Nations Unies allaient poursuivre la collaboration avec les autorités congolaises, les forces de sécurité et les autorités civiles. Concernant ces forfaits, l'ONU exige également des enquêtes sérieuses afin que les responsabilités soient établies. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, présidente de la cérémonie, a elle promis que les efforts collectifs seront conjugués afin que justice soit faite.
Pour conforter l'ONU dans sa position, le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a réitéré l'engagement de la RDC à protéger les civils et à neutraliser les groupes armés. À la fin de la cérémonie, les corps des 8 casques bleus, parmi lesquels 6 Pakistanais, un Serbe et un Russe, ont été rapatriés. La MONUSCO indique que le crash de l'hélicoptère a eu lieu alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance dans une région marquée par une recrudescence ces derniers mois des affrontements. Radio Mali, 13h15. Nous allons à présent faire le tour de l'actualité sportive. C'est avec Famourou Djouté qui est en direct avec moi dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Alors, beaucoup de football dans cette édition. Nous allons commencer par le championnat national de Ligue 1. En ouverture de la 18e journée, l'AS Real et le Djoliba AC ont réalisé une bonne opération. Oui, le Djoliba AC a battu l'AS Bakaridian 1-0. Cette victoire permet aux Rouges de Bamako avec 31 points plus 12 de prendre les commandes du classement devant l'AS Bakaridian 31 points plus 7. L'AS Real a réalisé aussi une meilleure opération grâce à son succès 2-0 sur AFE, Afrique Football Elite. Cette performance permet aux Noirs et Blancs de sortir de la zone de relégation. Avec 20 points, les Scorpions sont désormais 11e devant leur adversaire du jour. À Kita, l'USCK s'est imposé 2-1 devant la Somme. À Koulikoro, le CS de Wolonville a été accroché 1-1 par Yélin Olympique. La 18e journée se poursuit ce dimanche avec les matchs Stade Malais de Bamako Asco et 11 créateurs AS Douane. 3 rencontres clôturent cette journée demain lundi. La phase de groupe de compétition interclub de football de la CAFO prend fin ce week-end. Et ce dimanche, en Ligue des Champions, à la Ligue d'Égypte, double tenant du titre tentera de s'emparer du dernier billet pour les quarts de finale. Pour cela, la mission est simple, ne pas s'incliner à domicile contre les Soudanais d'Al Hilal. En Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire tentera d'arracher sa qualification cet après-midi sur la pelouse de la Renaissance sportive de Berkane. Un match nul suffit aux Ivoiriens, tandis que leur adversaire devra obligatoirement s'imposer dans cette ultime journée. L'autre match de ce groupe D opposera Simba de la Tanzanie et l'US Gendarmerie du Niger. Le groupe B est en attente de son second qualifié après Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. La qualification se dispute à distance entre Al-Ittihad de Tripoli et la JS Saoura d'Algérie. Dans les autres groupes, les qualifiés sont déjà connus pour les quarts de finale. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu pour mardi. Le reste de l'actualité du sport à présent en toute brève, Famour Djouté. On commence par le sport roi, le football. L'international malien Khalifa Koulibaly passe une saison difficile au FC Nantes. En fin de contrat à la fin de la saison, Khalifa Koulibaly pourrait bien s'ouvrir à d'autres horizons car très peu utilisé cette saison. Avec 12 matchs disputés, 374 minutes jouées et un but seulement à son actif, le Malien est dans l'ombre du très performant Randal Kolo Muani. Samedi, à l'occasion de la 28e journée de Bundesliga, le Bayern Munich a battu Fribourg 4-1, un succès qui est entaché d'une irrégularité. À l'entrée en jeu de Marcel Sabitzer, aucun joueur bavarois n'est sorti puisque c'est le numéro 29 qui était annoncé sortant, sauf que personne ne portait ce numéro sur le terrain avec le Bayern Munich. L'irrégularité a duré 8 à 9 secondes avant que Kingsley Coman ne sorte de l'aire de jeu. D'après la presse anglaise, Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, serait désormais proche de prolonger son contrat avec les Reds. Pièce maîtresse de l'attaque de Liverpool, Mohamed Salah est depuis plusieurs mois en pleine réflexion sur son avenir. Sorti prématurément contre le Celta Vigo, le défenseur brésilien du Real Madrid Eder Militao devrait pouvoir tenir sa place mercredi pour le quart de finale aller de Ligue des Champions. Son remplacement au stade Balaidos était une mesure de précaution en raison d'une crampe musculaire dans les derniers instants. Militao avec le Real Madrid cette saison, c'est 28 titularisations en 30 matchs du championnat. L'international espagnol Iñaki Williams pourrait discuter le mondial 2022, non pas avec la Roja, mais avec les Black Stars du Ghana. Après les informations relayées par plusieurs médias ghanéens, Kurt Okraou est entré en discussion avec la famille de l'attaquant de l'Athletic Bilbao, dont le papa est d'origine ghanéenne. En 2016, Iñaki Williams a disputé un match amical sous les couleurs espagnoles. Depuis, le joueur n'est plus apparu sous les couleurs de la Roja, ce qui lui donne le droit de rêver d'une autre sélection nationale avec laquelle il est lié. Le règlement de la FIFA sur la binationalité sportive lui donne ce droit. En tennis, grâce à une victoire expéditive en 2 manches sur Naomi Osaka, Iga Swiatek remporte le tournoi WTA de Miami, son 3e titre en 2020.
2022. Iga Swiatek succède à Ashley Barty à plus d'un titre, alors qu'elle prendra la suite de l'Australienne au sommet du classement WTA ce lundi. La Polonaise suit désormais la native d'Ipswich au palmarès du tournoi WTA de Miami. Et enfin, Mike Krzyzewski, surnommé Coach K, entraîneur historique du basket universitaire aux États-Unis, a dirigé samedi son dernier match à la tête de son équipe Duke. Après un règne de 42 ans, Coach K a vu passer sous ses ordres de grands joueurs comme Kyrie Irving, Jason Tatum ou encore Zion Williamson ces dernières années. Tire sa révérence avec un record de 1202 victoires en tant qu'entraîneur. Merci Famourou Dioté pour toutes ces informations. Focus santé. Partout au Mali, chaque jour qui passe voit la chaleur devenir plus intense et les thermomètres qui s'envolent de jour en jour affichent souvent des températures proches des 40 degrés Celsius. Cette année, le Ramadan coïncide avec cette forte chaleur. Durant ces journées plus longues et plus chaudes, les fidèles musulmans devront donc s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors, comment passer un bon Ramadan en cette période de chaleur? Baraksha Ouattara nous en parle dans Focus Santé. 40 degrés comme température maximale. C'est sous ce climat que les fidèles musulmans accueillent le Ramadan, un mois au cours duquel les musulmans adultes et enfants ayant atteint la puberté, selon le courant de l'islam, doivent s'abstenir de boire et de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Abdoulaye Traoré. Avec le Ramadan, la chaleur, là, ça ne va pas être facile, parce que quand vous jeûnez et puis passez pour venir au travail, là, non. Une dure épreuve, certes, mais qu'il faut accepter de surmonter selon Boubacar Sidibé, qui souligne qu'il s'agit de s'acquitter de son devoir religieux. Quelles que soient les circonstances, moi je jeûne. C'est une recommandation de Dieu et ça ne tue personne. Mais lorsque tu as des problèmes de santé, le jeûne n'est plus une obligation pour toi. Si le Ramadan engendre un chamboulement de rythme de vie, associés à la chaleur, les deux ne feront certainement pas bon ménage. Dr Saliou Mahamadou, médecin interniste pratiquant à l'hôpital Gabriel Touré. Deux problèmes majeurs que pose la chaleur et la déshydratation qui est très importante avec la transpiration, qui est aussi majorée par le Ramadan parce qu'il y a un jeûne qui est là, plus de 10 à 12 heures en fonction des localités, donc qui fait perdre beaucoup d'eau qui n'est pas compensée. Donc il y a ce risque de se déshydrater, qui a des complications aussi avec le fait d'avoir une hypercoagulabilité, comme on le dit, l'eau qui fuit le sang se concentre. Le gros risque, c'est qu'il y a un risque de boucher les vaisseaux. La chaleur associée à une privation d'eau et de nourriture peut aussi provoquer des cas de coups de chaleur qui peut même entraîner la mort. Dr Saliou Mahamadou. Qui est quand même une situation souvent très grave, fait que souvent les patients ont des tensions, ont des températures très élevées pouvant atteindre 40 degrés avec des complications sur le cœur, le vaisseau, le système nerveux. Ces deux périodes qui coïncident présentent des risques bien réels, surtout chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Dr Saliou Mahamadou. Quand les gens ont d'autres maladies chroniques, quand les gens sont diabétiques, surtout qui veulent jeûner, ces gros risques-là. Et souvent aussi il y a le risque de l'hyperglycémie, parce que quand les gens ne mangent pas, l'organisme réagit pour apporter du glucose. Et avec le jeûne aussi, à un moment donné, l'organisme est obligé d'utiliser les graisses pour pouvoir apporter du sucre nécessaire aux différents organes. Donc c'est qui va produire des corps cétonuriques qui vont donner des problèmes respiratoires, des problèmes de douleur abdominale, de vomissements. Autres personnes qui peuvent s'attendre à des coups durs de cette période, les personnes vivant avec un handicap, les couches socialement défavorisées, mais également certaines couches professionnelles dont le métier les expose permanemment au soleil. Pour passer un bon Ramadan, le médecin conseille une alimentation saine dès l'aube. C'est de bien prendre un repas bien copié, surtout des repas qui contiennent des aliments où l'absorption se fait tout doucement, que le sucre n'est pas utilisé tout de suite, à savoir le pain, les pâtes, les féculents, les céréales et le lait. Ce qui est surtout recommandé à l'aube pour bien manger, pour pouvoir quand même affronter toute la journée. Même conseil à appliquer après la rupture. Mais ce qu'il faut éviter, c'est surtout les grignotages. Dr Saliou Mahamadou.
Après la rupture, il ne faut pas boire suffisamment d'eau tout de suite ou bien se jeter sur la viande, le poisson. Ce qui est recommandé, c'est surtout prendre un peu d'aliments sucrés, avec le thé ou bien le café un peu sucré, et boire du lait et des dattes. Le cycle d'absorption un peu lente. Maintenant, quelques instants après, on peut prendre les petites soupes, la viande et autres. La santé reste prioritaire, même si jeûner est une obligation religieuse. L'islam n'interdit pas à un fidèle musulman de s'abstenir de jeûner en cas de difficulté ou d'incapacité. Merci Brakissa Ouattara pour ces conseils fort utiles. Voilà, c'est tout pour ce journal. Il vous a été présenté par Seydou Fomba, réalisation Lansina Keita, coordination L'Infatiga Brahma Traoré. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Au revoir, bonne rupture de jeûne à tous les fidèles musulmans.